Donc, j'ai un doctorat en gestion et administration. J'ai beaucoup d'affinités avec mon cher collègue Samuel. Donc, c'est un langage que je connais, que je maîtrise un peu et je me sens très à l'aise. J'ai fait un doctorat sur le leadership éthique, un postdoc sur la course de décision éthique. Et quand j'ai fait mes études, eh bien, j'ai marqué ici que c'était un néant au plan de la recension des écrits. Effectivement, c'était un néant au plan de la recension des écrits. Puis de là part mon questionnement, je pense, aujourd'hui, parce que quand j'ai réfléchi à ma communication, je me disais, mais comment ça j'ai ce questionnement aujourd'hui, etc. J'ai essayé vraiment de remonter à cette origine-là. Et je me rappelle à l'époque, on disait que compte tenu du fait qu'il n'y avait pas trop de choses ou pas trop d'éléments dans la recension des écrits, eh bien que quand il y avait un vide théorique, des auteurs affirmaient qu'il est difficile de dégager à l'issue d'un tel processus une contribution théorique valide et valable. Alors je me disais, ah bon, ok, c'est une position en soi, mais que je ne partageais pas, parce que compte tenu du fait qu'il y avait très peu de connaissances dans ce domaine, eh bien, je suis allée la chercher auprès des gens, dans les organisations, et je trouvais que c'était tout autant valable. Alors déjà, je me suis positionnée à l'égard de cette affirmation qui régnait à l'époque et qui règne aussi encore lorsque j'écoute certains collègues. J'ai aussi une identité de chercheur qui prend racine, vraiment, je suis une fan de Kuhn, et le changement paradigmatique, c'était quasiment mon livre de chevet, sans mentir, j'adorais cette position-là d'explication des paradigmes, et je me sentais très confortable dans les paradigmes dits alternatifs, où enfin on reconnaissait les faits et les valeurs, parce que, rappelez-vous, pour certains à l'époque, il était hors de question de faire de la recherche en intégrant les valeurs. Donc, je le dis maintenant haut et fort. Et je me questionnais aussi à l'époque sur la légitimité des savoirs qui étaient recueillis sur le terrain. J'avais vraiment aucune réponse à l'époque, mais je savais qu'il y avait un questionnement à cet égard. Comment on peut rendre ces savoirs-là légitimes? Et je croyais très candidement qu'en allant à des belles communications scientifiques, que je mentionnais que je fait une recherche terrain, et voici tel savoir, que ça y est, il allait générer un peu plus de connaissances ou que j'allais apporter un grain de sable dans l'engrenage scientifique. Mais je me suis vite trompée et j'ai vite déchanté parce que j'ai réalisé que effectivement il y avait une confrontation à l'égard du savoir recueilli dans le terrain, et je vais expliquer ma position au cours de la présentation qui suit. Donc, le plan que je vous propose, pourquoi était le sujet évidemment déclencheur? J'ai pris appui sur les travaux en éthique organisationnelle. Je lis les collègues et je regarde aussi tout ce qu'ils font, et je me questionne tant au plan méthodologique qu'au niveau de la légitimité des savoirs. Et je vais vous parler un peu des trois approches parce qu'il faut bien arrimer son propos sur un peu de chair théorique. Alors, les trois approches utilisées, soit l'approche classique, intervention, action, et partenariale. Je vais questionner, lorsque je vais parler de ces approches-là, du rôle du chercheur et en même temps de la légitimité des savoirs, qui est mon fil rouge tout au long de ma présentation. Et au final, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions et quelques réponses, mais encore une fois, c'est très mince et je compte sur vous pour m'éclairer. Alors, le point de départ, comme je le mentionnais de cette présentation, c'est est-ce qu'il est possible de reconnaître des savoirs élaborés dans la pratique au plan scientifique? Alors, pour certains, il va de soi. Oui, c'est possible de reconnaître, mais détrompez-vous, dès qu'on arrive dans la communauté scientifique parmi nos pairs, lorsqu'on écrit des articles et on vise, comme on dit, les top revues, on rencontre un petit nœud. Et là, c'est là que moi, je me suis questionnée, surtout lorsqu'on entend les allocutions présidentielles de l'Academic of Management, parce que nous, en gestion, c'est notre but, l'Academic Management Review. Hein? Le British Journal, on est tous motivés à publier là. Non, faire sa part, on rigole, mais n'empêche qu'il faut regarder les allocutions présidentielles qui dénoncent régulièrement l'insuffisance de pertinence pratique de la recherche académique en management et en gestion. Il y a des rapports qui ont été commandités sur ce sujet. Il y a eu plusieurs numéros thématiques de revues internationales qui ont également discuté de cette problématique.
Et là, je parle du British Journal of Management, l'Academy of Management Executive et bien entendu l'Academy of Management Journal qui déplore justement ce manque-là de connaissances pratiques. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on questionne? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine de ce questionnement-là? Et pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui, quand moi je pensais que ça allait de soi, mais non, ça ne va pas tant que ça de soi. Eh bien, j'ai trouvé une première explication dans Zeman qui parle de dissolution des frontières en 2000, concernant justement cette légitimité des savoirs qui doit être reconquérie, si on veut. Et il dit ici une dissolution des frontières qu'il y a entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et il ajoute recherche publique, évidemment, et recherche privée, plus généralement entre le monde de la recherche et le reste de la société. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on est encore très peu de chercheurs à se questionner justement sur cette dissolution des frontières, puis on tente aussi de l'expliquer par l'interdisciplinarité. Hein? Ça aussi, c'est un mot des fois qu'on utilise, mais on s'aperçoit des fois c'est plus des collages que du bricolage comme tel pour en reprendre certaines expressions. Autre chose que j'ai trouvé, ça c'est de la Commission de déontologie de la fonction publique de l'État en France, où on dit qu'on parle de l'adaptation des chercheurs et les projets de collaboration avec la recherche publique en vue de l'adéquation entre l'excellence scientifique et la commercialisation des résultats. Donc ça, c'est la commission qui affirme ça. Et plus près de nous, je pense entre autres au CRSH, au FQRSC, au IRSST, tous les organismes subventionnaires, qui prône depuis les années 2000 de la nécessité et les vertus d'une recherche conduite en partenariat entre chercheurs et acteurs socio-professionnels. Et là, on a toutes sortes d'éléments qui viennent se poindre, du moins dans l'assiette du chercheur. On a l'enseignant-chercheur qui n'est plus le seul à produire du savoir. Le chercheur fonctionnaire produit du savoir. Le chercheur industriel l'appuie et même lui font compétition. Alors, donc là, on s'attend, si on veut, à ce que les chercheurs sont supposés pouvoir allier recherche fondamentale et intérêt pour un travail appliqué et je dirais même impliqué. Et là, moi, je me posais la question, est-ce qu'on est dans une forme de mercantilisation de la recherche? Qu'est-ce qu'on devient? Quelle est ma place, mon rôle? Bref, plein de questions existentielles. De là, la connotation philosophique qui est apparue dans ma réflexion. Donc, ma réflexion en éthique organisationnelle fait en sorte de me questionner sur mon rôle de chercheur. Donc, qui suis-je? Puis certains l'ont très bien dit hier, peut-être ce bout-là va être un peu redondant. Est-ce que je suis une consultante en éthique? Est-ce que je suis une experte en analyse de l'éthique organisationnelle? Ou bien j'aime bien l'expression d'un collègue qui dit, est-ce que je suis un sapeur-pompier institutionnel en éthique organisationnelle? Lui, ce n'était pas dans le champ de l'éthique organisationnelle, mais il n'est pas rare, comme vous l'avez vu hier, où on reçoit des téléphones nous demandant un avis maintenant. Alors, on peut avoir un DRH qui va arriver, qui va dire, j'ai vu telle situation, il va y avoir un grief très important qui va être déposé, qu'est-ce que je dois faire? Alors, oh, là, je ne connais pas l'organisation, on me parle ça vite, parce qu'on connaît, on sait qu'on est rattaché à telle institution et on veut un avis. Il y a aussi d'autres questions qui se pointent, ça c'est plus au niveau de la consultation, mais au niveau de la recherche, où on se demande parfois, lorsqu'on fait des travaux en éthique, si on n'est pas à la solde du politique, si on n'est pas en train de se faire récupérer, comme on l'a dit hier, pour légitimer un projet léger, mais lourdement politiquement parlant. Donc, ça aussi, c'est vraiment des questions que l'on a quand on fait de la recherche en éthique organisationnelle. Puis aussi, on se demande si on a les coudées franches. Alors, tout ça pour vous dire que, à venir jusqu'à présent, notre rôle de chercheur est questionné, est questionnable, et aussi la recherche dans l'organisation dans laquelle on intervient, c'est-à-dire la recherche que l'on fait aussi, re-questionne nos positions.
Ça m'amène à vous parler de ma position, la position qu'on reçoit l'ensemble des chercheurs ici, c'est-à-dire qu'on connaît très bien la position classique qui est légitime, qui est rarement remise en question, sauf par Kuhn, quand il dit que oui, il y a le paradigme positiviste, qu'il y a des présupposés. Mais effectivement, n'en reste pas moins que malgré les années 60, on reste quand même avec le constat que qu'est-ce qui est légitime, c'est toujours quand on est entré dans une certaine position, puis celle qui est légitimée par les revues prestigieuses et par les collègues pairs, du moins c'est souvent la position classique. Il y a comme une dichotomie entre le discours, la réalité, puis aussi les mécanismes de légitimation du savoir. Donc, évidemment, dans une position classique, ça peut peut-être être redondant, ça va être un cours métaux 101, là, vous allez voir, ça va passer vite. On dit que le chercheur a une position de retrait par rapport au terrain, parce qu'il faut vraiment être très neutre et pas faire part de ses valeurs. On doit recueillir et traiter l'information de manière compartimentée, asynchrone, c'est-à-dire qu'on fait entrer les faits dans un cadre méthodologique et théorique, pour les transformer en données fiables. Puis là, comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir généraliser les résultats parce que c'est le but visé, généraliser des résultats. Donc, la position du chercheur, elle est neutre et elle est légitime. Et c'est le meilleur des mondes encore aujourd'hui, que ça vous plaise ou non. On a juste à regarder, comme je le mentionnais, les processus de légitimation. Et là, on arrive avec la position d'intervention qui est aussi ma formation. Que je précise que quand même, mon doctorat, j'ai trouvé que j'avais une telle position. Et dans mes recherches, j'ai souvent cette position-là. Mais il y a des dernières recherches, j'ai tendance à glisser. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, cette position-là, je me rappelle quand j'étais étudiante, elle était présentée, puis elle était novatrice, malgré le fait que Lewin, en 1940, en avait déjà parlé. Mais quand même, pour les chercheurs en métaux, elle était quand même assez spéciale, mais elle était critiquée parce qu'on disait que c'était hasardeux. Donc, cette position d'intervention, la notion ou la notion de recherche active implique évidemment l'efficacité d'une recherche appliquée, mais également un lien étroit avec la recherche fondamentale. Hein? Et Argyris, lui, ajoute que le rôle du chercheur est de générer de l'information valide, d'aider le système client à effectuer des choix responsables et de s'assurer de la mise en place des conditions nécessaires pour pérenniser l'implication des acteurs. Alors, je pensais que j'avais trouvé mon bonheur de chercheur dans cette position-là, mais il n'en était rien. Je continue avec la position d'intervention, avec un propos qui est dit par Kurt Lewin. On mentionne ici qu'une recherche pour l'action, Lewin précise et insiste que c'est une recherche qui entraîne un changement. Hein? Production de connaissances, comprendre ce qui se passe, mais en même temps, elle implique la participation des membres du groupe concerné par cette recherche. Puis Dubos parle de 4 caractéristiques. C'est une recherche fondamentale. Ensuite, c'est une recherche sur l'action et du fait de l'intérêt porté à son efficacité. C'est une recherche pour l'action. C'est une recherche en action. Donc, Lewin précise ici et insiste que c'est une recherche qui entraîne, comme je le disais tout à l'heure, un changement, mais un changement volontaire. Puis je veux vraiment qu'on porte attention ici sur la notion de changement parce qu'il y a beaucoup de frilosité quand on mentionne ce mot et quand on demande à des chercheurs de se cantonner. Est-ce que vous participez à un changement? Vous allez voir, il y a tout de suite une petite position, là, une petite gêne académique qui se place. Mais pourtant, on dit qu'on fait de la recherche d'intervention et de la recherche-action. Alors moi, ça me met toujours un petit peu inconfortable parce que quand on retourne justement aux premières explications, on parle que ça entraîne un changement, que c'est un changement volontaire qui implique la relation entre le client et la demande d'intervention et le chercheur. Hein? Donc, on participe même à une forme de développement organisationnel. Et comme je le mentionnais ici, Dubos qui parle de ces 4 caractéristiques, il mentionne que c'est une action délibérée visant un changement dans le monde réel, engagé sur une échelle restreinte, englobé dans un projet général, et se soumettant à certaines disciplines pour obtenir des effets de connaissance et de sens. Et on dit que c'est une recherche-action, la participation des sujets à la réflexion en fait comme telle une recherche-action. Et là, les membres de l'organisation participent à la recherche et conditionnent le changement. Hein? Même Lewin parle d'une forme de décongélation et recristallisation pour ceux qui sont familiers avec ses travaux.
Et c'est là, à mon avis, que se posent les questions, surtout dans le domaine de l'éthique organisationnelle, comme quoi, et c'est là que les points de vue divergent, et c'est, à mon avis, ce que je constate, c'est que les éthiciens, tentent de clarifier leur position, mais je constate qu'ils sont très timides. Et là, on entend les mots aussi, puis on en a même entendu hier, de retenue axiologique, hein, qui ont été utilisés. Un intervenant est neutre lorsqu'il écoute l'autre. J'essaie de les aider, de les accompagner. J'ai une scène retenue. Hein, c'était les propos d'André hier. Et Gilles le relançant en disant, mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient exactement? Alors ici, moi, je me dis, je ne suis pas certaine que je retiens, justement, quand je suis dans un rapport où il va y avoir un changement, et quand je suis dans un rapport où l'intersubjectivité intervient. Et c'est là mon problème, quand je dis que je suis dans une scène retenue. Je me dis, où est la scène retenue? Est-ce qu'elle est dans les outils? Est-ce qu'elle est dans les approches? Mais je ne l'entends pas clairement. Donc, ce que je trouve, c'est que, comme chercheur, je participe et je provoque le changement. De là, quand je fais une recherche-action, je laisse parfois les organisations dévastées lorsqu'on intervient. Je pense à différents projets que Luc et moi, on a fait, parce qu'on les a aidés à mieux réfléchir leurs actions, à préciser leurs valeurs, à trouver du sens et des finalités, à être critique, hein, comme on le mentionnait, toute l'importance d'être critique. Donc, une fois qu'on les a bien réveillés, on les laisse dans une espèce de dichotomie, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une organisation qui est sur le pilotage automatique, quand eux sont en train de se mettre en mouvement et de dire « Oups, ça ne marche plus ». Alors, j'ai participé à ce changement. Alors, je ne me crois pas que je suis dans une retenue. Alors ça, je voulais le préciser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, moi aussi, accroché sur le mot, quand Gilles l'a mentionné, de faire advenir le changement. Hein, je me disais, faire advenir le changement, oui, on les aide à délibérer, on participe à des discussions qui sont provoquées, qui suscitent des changements. Et c'est très intéressant car en même temps, c'est un sujet en soi d'observation, puisqu'elle permet d'étudier les processus qui sont en train de se faire. Alors, comme chercheur, c'est ça, moi, que je trouve intéressant. C'est qu'une fois j'ai provoqué cette espèce de fissure où je ne me campe pas dans une neutralité, j'ai participé, j'ai fait advenir ce changement-là, justement, eh bien, je regarde ce qui se passe, je regarde les réactions, puis souvent, en éthique organisationnelle, malheureusement, je reste sur ma faim parce que, justement, une fois qu'on les a bien réveillés, eh bien, ça ne se poursuit pas. Puis là, je pense que, comme chercheur en éthique organisationnelle, il va falloir qu'on réfléchisse encore un peu plus sur cet accompagnement, sur ce qui se passe, puis comment on va participer à l'éveil plus collectif, plus généralisé dans l'organisation, de là où certains collègues s'intéressent à l'institutionnalisation, aux dispositifs, etc. Donc, je me demandais même parfois si j'étais dans une position d'intervention ou dans ce que de nouveaux chercheurs parlent de position partenariale. Et là, je me suis dit, je ne connaissais pas cette position-là. Et en regardant un peu plus près, je me suis dit, évidemment, quand on regarde les organismes subventionnaires, avec toutes les alertes qu'ils ont fait pour les chercheurs, et je vais prendre un exemple que les Québécois connaissent, le développement des ARUC. Hein, les ARUC, par le CRSH, ça s'appelle Alliance Recherche Université Milieu. Il y en a une dans mon département. Je l'ai regardée évoluer, elle est rendue à son 2e mandat, donc ça va faire presque 10 ans qu'elle a place dans son département. Et là, je me disais, quel est le rôle de mes collègues et de moi-même, parce que je suis impliquée dans certains objets de recherche dans ce partenariat-là. Et là, je me disais, eh bien, mon rôle s'inscrit davantage dans une perspective de recherche partenariale, dans la mesure où moi, comme chercheur, j'occupe explicitement une position de partenaire et de co-constructeur de l'innovation. Parce que c'est de ça dont on parle, la position partenariale. C'est de participer et de susciter l'innovation. Donc, c'est marqué par une volonté de faire advenir les choses sur le terrain afin de mieux s'ouvrir aux innovations. L'adoption d'une posture impliquée et de co-construction s'est rapidement imposée parce qu'on a plusieurs acteurs dans une ARUC.
Nous, on a des représentants syndicaux, on a des gens des organisations, on a des gens d'associations caritatives, etc. Il y a une multitude d'acteurs et on doit tisser un partenariat avec eux pour que, oui, d'emblée, ils ouvrent leur milieu, leurs organisations à nos recherches parce qu'ils ont tissé le partenariat, mais en même temps, ils s'attendent à ce qu'on fasse des innovations. Alors là, on est en train de bousculer les genres. Et j'étais très rassurée de voir que cette position-là était de plus en plus discutée. Vous allez voir, c'est assez intéressant si vous faites une recension des écrits sur cette position-là. Donc, et là, je me suis questionnée sur les fameux outils qui doivent garder une certaine neutralité ou qui ont si on veut, conserver leur faisabilité. Je me disais, bon, la collecte et le traitement des informations, il va falloir revoir ça parce que ça s'effectue non pas de manière séquentielle, mais en interaction étroite. La liste des personnes à interroger et les guides d'entretien sont adaptés au fil des entretiens. Les savoirs ainsi élaborés sont appelés savoirs actionnables locaux, d'où mon fameux mot, parce que je ne savais même pas que ça devenait actionnable. Et car il s'agit de savoirs actionnables mis en forme par le chercheur à partir d'informations obtenues au cours du travail de terrain. C'est une co-construction entre le chercheur et les personnes impliquées qui repose sur une communication interactive entre eux. Et cette co-construction non seulement participe au processus de recherche, mais elle favorise aussi une prise de conscience des connaissances, souvent implicite chez les personnes interrogées, ainsi qu'un apprentissage actif pour ces personnes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que autant on était dans une recherche, soit la position classique ou la position de recherche-action, intervention, dans un processus, on se dit, bon, ben, je fais de la déduction, je pars d'un processus de déduction ou de l'induction. Eh bien, dans une position partenariale, on parle d'un processus abductif. Et là, c'est ça qui est intéressant parce que cette abduction, elle est vue en tant qu'hypothèse créatrice. Et l'abduction produit des idées qui viennent de cette coélaboration et des concepts à expliquer. Puis l'induction participe à la construction de l'hypothèse abductive ici, en lui donnant de la consistance, afin que la déduction formule une explication prédictive à partir de cette construction. Alors ça, c'est nouveau, là. Ça vient d'apparaître, ça vient de participer justement avec la dimension qu'on dit d'innovation. Donc, les catégories issues de la pratique et les catégories conceptuelles se croisent, se fertilisent mutuellement pour enrichir les champs respectifs tant de la pratique que de la théorie. Et là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le mot « qu'est-ce qu'un savoir actionnable », eh bien, la recherche en partenariat, du moins, puis même, je tends à dire que la recherche d'intervention et la recherche-action se caractérise aussi par le souci de produire des connaissances qui soient actionnables, c'est-à-dire qui présentent une pertinence à l'égard des préoccupations propres des partenaires, qui ne sont pas celles des chercheurs et qui sont susceptibles de déboucher sur des pistes d'action cohérentes avec les ressources pratiques dont ils disposent. Donc, pertinence, pistes d'action cohérentes. Et dans une recherche partenariale, il faut que justement ces préoccupations qui viennent des partenaires, bien, quand le chercheur est aussi un partenaire, eh bien, il participe aussi à cette pertinence et à ces pistes d'action cohérentes. Alors, les savoirs élaborés prennent alors la forme de métamodèles, on en a beaucoup parlé hier, ou de propositions génériques. Ces savoirs, une fois recontextualisés en fonction de la situation spécifique dans laquelle ils sont mobilisés, visent à fournir des repères destinés à éclairer l'organisation, susciter la réflexion et des questionnements, ainsi qu'à stimuler l'intelligence et une action créatrice, toujours en trame de fond, l'innovation. Qu'est-ce qu'un savoir actionnable en éthique organisationnelle? Je suis allée voir si Argyris s'était prononcé. Eh bien, effectivement, il mentionne que c'est un savoir à la fois valable et pouvant être mis en action dans la vie quotidienne des organisations. Souvent, c'est ce qu'on espère en éthique organisationnelle. Quand on fait des recherches, interventions, je mets tout ça en guillemets parce que je ne sais même plus des fois où je me situe. Eh bien, c'est vraiment, on espère que, justement, que ça va être intégré dans l'organisation. Alors, de cette définition, il ressort qu'un savoir en éthique organisationnelle ne peut être actionnable que s'il est en rapport avec des problématiques que rencontrent
les organisations, les praticiens auxquels ils s'adressent. Ceci ne suffit pas encore, faut-il qu'il soit non seulement recevable, mais aussi effectivement reçu par ces praticiens et par l'organisation. Il ne sera recevable que si les praticiens ou l'organisation peuvent le relier à leur expérience. Il sera reçu lorsque ces praticiens ou l'organisation se le seront appropriés. Hein? L'actionnabilité suppose donc l'appropriation. La définition de Argyris que je viens de citer, qui signifie que l'élaboration de ce savoir a fait l'objet d'un travail réflexif et de conceptualisation rigoureux appelé travail épistémique, dont le chercheur est censé pouvoir rendre compte à tout moment, est quand même assez intéressante, hein, parce que ça date des années 95. Et là, on parle, quand on mentionne cet élément-là, on vise dans le savoir actionnable un savoir qui va être générique, hein, qui va désigner, par exemple, un ensemble cohérent d'énoncés, destiné non pas à être appliqué de manière mécanique, hein, un peu comme la position peut-être classique nous le suggère et de faire des généralisations, mais à fournir des repères pour susciter le questionnement, la réflexion, l'action créatrice et plus généralement faciliter l'exercice de l'intelligence active des personnes auxquelles il s'adresse prioritairement. Donc, c'est un double objectif, si on veut, contribuer au développement de savoirs académiques en éthique organisationnelle qui soient en même temps susceptibles d'être utiles à la réflexion et aussi à l'action de l'organisation. Donc, une recherche effectuée dans une perspective d'actionnabilité s'inscrit donc dans ce double objectif. Mais à mon avis, l'enjeu épistémique sous-jacent à cette conception, que certains appellent entrepreneuriale, de la recherche réside dans la production de connaissances génériques. Il s'agit de conférer à la connaissance locale coproduite par un chercheur et un praticien un caractère transférable et actionnable par d'autres chercheurs et praticiens. Et c'est là, à mon avis, que réside l'enjeu fondamental en éthique organisationnelle. Donc, on est encore dans ce que j'appelle le changement. Il y a encore cette idée de changement. Des vocabulaires différents, mais toujours un peu des éléments identiques. Et ça m'a questionné encore avec ma question de départ, la légitimité des savoirs. Quelle est la légitimité des connaissances produites lorsqu'un chercheur occupe explicitement une position de partenaire et de co-construction de l'innovation? Je veux plus m'arrêter à la dernière position parce que c'est elle qui m'a questionnée face à ce que je vois. Eh bien, l'actualisation, à mon avis, de ce potentiel d'enrichissement mutuel repose sur la volonté des individus ayant des compétences et des buts différents de s'engager dans un projet commun, celui de développer de manière explicitement éthique et rigoureuse des savoirs destinés à illuminer une problématique pratique importante, insuffisamment éclairée par la théorie. Cela suppose que des praticiens et chercheurs perçoivent l'intérêt mutuel potentiel de collaborer sur un projet intellectuellement exigeant et fortement consommateur de temps. Cette démarche s'adresse donc principalement aux chercheurs qui éprouvent un intérêt profond pour l'étude de problèmes pratiques et accordent de la valeur aux connaissances et à l'expérience que des praticiens occupant diverses fonctions et pas seulement des managers développent dans leur pratique. Cette quête de légitimation ne signifie pas que les variables construites se veulent des règles s'appliquant de manière universelle et mécanique comme dans la position classique, mais bien qu'elles doivent être considérées comme des guides heuristiques. Et là, il faut faire attention quand on présente des résultats, justement, à mon avis, qui doivent être recontextualisés de façon à prendre en compte les caractéristiques de chaque compromis. Leur fonction est de questionner, de mettre en lumière et de stimuler tant les chercheurs que les praticiens. Évidemment, la mise à l'épreuve, quand on est chercheur, se fait dans les communications scientifiques. Donc, communauté scientifique, communauté de praticiens, mais au niveau des organisations, elle est mise à l'épreuve, cette connaissance-là, dans les diverses organisations qu'on va voir. Cela suscite des tensions. Je suis très succincte sur les tensions, puis je compte sur vous pour m'illuminer.
parce que je me suis dit, quand je voyais ce qui se passait tant dans mon propre département que dans mes implications dans des projets de recherche, dans des centres de recherche d'envergure, je me disais, je regardais ça aller, ça me questionnait. Eh bien, je me disais qu'il fallait re-questionner les balises à l'égard de la confidentialité dans un tel rapport. Parce que le partenaire est impliqué. Et parfois même, on peut utiliser certains discours, certains propos pour mettre de l'avant certains dysfonctionnements qui peuvent être dangereux, qui peuvent placer les individus dans de drôles de situations. Donc, au niveau de la confidentialité, là, il y a quelque chose là à faire attention et ça crée une tension. L'autre élément, c'est la propriété intellectuelle. Hein? Donc, quand on est dans une coélaboration, quand on est dans un mode de recherche en partenariat, à qui appartient la propriété intellectuelle et comment on reconnaît cette contribution-là? Et dernier élément, je voulais prendre que ces 3 points-là, concernent aussi le temps. En éthique organisationnelle, puis mes collègues l'ont cité hier, on sait que tout projet de recherche sérieux va demander du temps. On ne réglera pas un problème en 1 mois, c'est faux. André hier parlait que ça faisait 12 ans qu'il travaillait avec la police, puis qu'il commençait à voir peut-être qu'il voyait des impacts, un certain changement. Donc, ça demande du temps car on travaille sur des dimensions que j'appelle souterraines, qui demandent à être clarifiées, remontées à la surface, discutées, où un certain accompagnement se fait par justement cette prise de parole. Puis cette prise de parole, lorsqu'elle a été longtemps attachée et non permise dans l'organisation, ben c'est pas demain qu'on va vous expliquer clairement comment je me sens, quelle émotion que j'ai, etc. Donc, ça demande du temps, toute cette notion que j'aime bien, là, de speak up, comme disent les Américains. Alors, ça laisse cette présentation-là et je termine là-dessus par beaucoup de questions. Pas de réponse, en tout cas du moins insatisfaite pour ma part en termes de réponse. Et je vous laisse là-dessus. C'est comment franchir le fossé entre scientificité et pertinence pratique pour justement en arriver à une production de connaissances légitimes. Parce que je suis surprise de voir des travaux qui sont faits avec sérieux en éthique organisationnelle qui ne sont pas légitimés au plan des savoirs reconnus encore, et là je parle des canons traditionnels. Aussi, l'autre question que je me pose, c'est comment concilier la pertinence pratique avec la rigueur scientifique et l'apport théorique. Alors ça m'habite aussi. Et quel guidage méthodologique pour quel projet en éthique organisationnelle? J'en suis pas certaine. Et je me pose encore la question, qui suis-je comme chercheur? Et je me dis que plus on va expliquer ces approches méthodologiques, plus on va être clair, comme on commence à le faire, un colloque comme ça le permet, eh bien peut-être qu'on va trouver quelques lumières par-ci, par-là, et ça va éclairer justement la légitimité, du moins ça va peut-être apporter une réponse à la légitimité de ces savoirs dits actionnels. Alors j'espère que vous avez, que j'ai suscité, un questionnement parmi vous. Merci de votre attention.